Alors, encore une petite vidéo. Cette fois, c'est sur la capacité à créer un réseau virtuel sur votre LAN si vous manquez d'adresse IP. Ça peut arriver chez vous ou chez les clients, c'est pas que pour de la sécurité. C'est parce que on a potentiellement un nombre limité d'adresses IP sur le LAN, et si on veut créer des infrastructures qui nécessitent beaucoup de machines ou beaucoup d'adresses IP, mais on va rapidement arriver à court. La solution, ça consiste à créer un nouveau réseau qui sera dédié aux nouvelles machines que vous voulez créer. Et comme c'est un nouveau réseau, ben, vous bénéficierez de nouvelles plages d'IP que vous pourrez utiliser tranquillement. Le problème souvent, ben, quand on fait ça, c'est que ce nouveau réseau en général, ben, il n'a accès à rien puisque c'est un réseau privé, il est tout seul dans son coin. Donc globalement, qu'est-ce que ça va donner? On va utiliser PowerPoint pour montrer ça. Hop, hop. Donc j'ai mon réseau privé ici, et sur ce réseau privé, on va faire même plus gros, j'ai mon réseau privé ici qui est en donc 192.168.0.x/24. On imagine que je suis, je reprends chez moi, je suis à la maison. Et là, je vais pouvoir relier, je vais avoir ma machine 1. Voilà, qui est ici, qui va être reliée sur mon réseau. Voilà. Et en général, j'ai ma passerelle. Alors à la maison, ça va être ma Livebox. Mais ça peut être la passerelle du réseau de l'entreprise ou du client. Hop, et là, on est relié. Et donc, du coup, et puis on a Internet, évidemment. Voilà, là on va marquer Internet. Et donc, hop, nous avons notre liaison. Voilà. Et donc, quand vous voulez que votre machine 1 accède à Internet, tout simplement, le trajet des paquets, ça va être ici. Hop, ensuite, on repart dans le réseau de l'entreprise ou chez vous. On passe à travers la Livebox. Là, il y a du NAT et on arrive sur Internet. Voilà, si vous avez beaucoup de machines, vous pouvez avoir jusqu'à 256 adresses IP, enfin même pas utilisables, mais grosso modo 255 adresses IP utilisables sur votre réseau privé. Et quand vous arrivez, quand vous avez fini, c'est terminé, vous ne pourrez plus installer de périphériques qui consomment des adresses IP puisque vous n'en avez plus. Si vous êtes seul à la maison, en général, 255 adresses IP, ça suffit. Quand on est en entreprise, il se peut que ça ne suffise pas parce qu'on va avoir énormément de machines, des machines qui ont elles-mêmes plusieurs adresses IP, donc on va arriver à court. Alors la solution, c'est effectivement de créer virtuellement un deuxième réseau, c'est-à-dire qu'on va affecter des nouvelles plages d'adresses IP aux machines. Donc dans ces cas-là, on va se dire, très bien, je vais donner à la machine 2, donc ça, on imagine, si on reste dans du très classique et du très standard, que l'adresse IP de ma Livebox c'est 1, l'adresse IP de ma machine, ça va être par exemple 2, et j'en ai comme ça, j'en ai plein. Et maintenant, pour cette nouvelle machine, on va lui dire que son réseau c'est, alors on va appeler la machine, voilà, machine 2, et elle, on va lui dire maintenant que elle est sur le réseau 40. Alors elle, ça sera 40.2. Voilà.
Donc déjà, de toute façon, il y a un problème, c'est que si vous reliez, vous mettez cette adresse IP là à cette machine et que vous la branchez sur votre réseau, ben, elle verra rien, elle sera pas capable d'aller sur Internet et les autres machines ici ne pourront pas les voir. Donc, pour arriver à faire fonctionner tout ce petit monde, on va utiliser le plus simple, hein, quand on fait un peu de virtualisation, c'est qu'on va on va simuler un switch virtuel, un routeur virtuel. Donc, si je reprends ici l'exemple de mon Proxmox, qui est un hyperviseur, que je vais montrer là. Voilà. Donc, mon Proxmox, c'est la machine qui est marquée là, Proxmox. On va voir si on agrandit un peu. Voilà, Proxmox. Et ce Proxmox, c'est un hyperviseur. Et sur cet hyperviseur, en fait, on imagine que c'est qu'on a des réseaux virtuels, qu'on a un switch physique sur lequel on peut brancher des câbles Ethernet. Et par défaut, sur Proxmox, il s'appelle VMBR0, c'est un switch virtuel sur lequel chaque machine virtuelle, donc on en prend une, voilà, j'en prends une au hasard, je regarde le hardware de cette machine et on voit qu'elle a une carte réseau virtuelle qui est branchée, on le voit ici, VMBR0, sur ce switch virtuel. Donc c'est comme si on avait, si on s'imagine au niveau hardware, c'est comme si on avait un PC qui était relié par câble à un switch physique qui s'appellerait VMBR0. Ce que j'ai fait moi, tout simplement, c'est que à mon Proxmox, j'ai rajouté un nouveau switch qui s'appelle VMBR1. Et ces deux switches, eux, ils sont reliés entre eux. C'est que du virtuel, donc on peut en créer et on peut en supprimer. Donc, si je représente ça sur mon PowerPoint, en fait, on imagine ici qu'on a, on va pas le représenter comme ça, on imagine simplement ici qu'on a nos machines qui sont reliées sur un switch virtuel. Donc on va le représenter ici. Voilà. Là. Hop. VMBR0. Voilà. C'est un switch virtuel qui a la même fonctionnalité qu'un switch physique. Et là, je vais avoir mes machines qui sont reliées à ce switch. Hop. Et hop. Et là, le trajet, du coup, restera exactement le même pour accéder à Internet. Hop. Et hop, on passe toujours par là. J'ai créé ma deuxième machine, et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ma deuxième machine, je vais la brancher, donc son interface réseau sera sur ce nouveau switch, ce qui s'appelle cette fois VMBR1. Hop. Voilà. Donc l'interface réseau de la machine virtuelle 2, elle, va être reliée sur ce switch. Elle est toute seule, c'est comme si chez vous, vous aviez allumé un PC, vous aviez pris un switch, vous l'aviez posé par terre, branché, alimenté électriquement, et tiré un câble Ethernet entre la machine et ce switch. Bon, c'est bien, cette machine elle est allumée, mais elle a accès strictement à rien. Le but de la manœuvre va être effectivement de faire communiquer les machines. Bon, déjà, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est je branche les deux switches ensemble. Si je branche les deux switches ensemble, si je fais ça, c'est comme si vous aviez branché la machine 2 directement sur le switch VMBR0. Il va rien se passer du tout puisque ils sont pas sur les mêmes plages d'adresse. Donc elles ne se verront pas du tout. Hop, et lui on a dit que c'était 40.x. Il va falloir faire un peu de routage entre les deux. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un routeur. C'est une nouvelle machine virtuelle qui a cette fois deux interfaces réseau. Une ici, une ici. Donc on a deux interfaces réseau. Et cette fois,
on a relié la première interface, la deuxième interface réseau de ce routeur ici. On l'a relié sur le premier switch, et la deuxième interface de mon routeur, on la relie sur le deuxième switch. Donc le routeur, lui, cette fois, il voit les deux switches. Ce qu'on va faire ensuite, c'est simplement dire à la machine 2 que pour accéder au réseau 192.168.0x, il faut qu'elle passe par ce routeur. Donc sur chaque machine ici, on va ajouter une route qui va être de ce type. Hop, la commande va s'apparenter à ça, de ce côté-ci. 512.168.0.0/. D'ailleurs ici c'est un 0 et ici c'est un 0. Et là on met l'IP du routeur. On met l'IP de la carte réseau. Bon, je vais vous donner l'exemple directement. On imagine que cette carte réseau-ci, qui est sur le réseau 192.168.40.0, on imagine qu'elle a 92.168.40, donc sur la même plage. Elle s'appelle 1. Ici, cette carte réseau qui est sur la plage 192.168.0.0, j'en sais rien moi, 100. Donc sur ce réseau, le routeur est visible avec l'adresse IP 192.168.0.100. Sur le réseau VMBR1, de switch VMBR1, le routeur est visible avec l'adresse IP 192.168.40.1. Et donc pour la machine 2, on va simplement lui dire par où passer pour accéder au réseau 192.168.0.0/24. Donc la commande, on refait .168.40.1. Voilà, cette commande c'est celle qu'on va taper, qu'on va configurer sur la machine 2. Et donc, quand la machine 2 va vouloir interroger des machines qui sont sur le réseau 192.168.0.0, elle va passer à travers le routeur, puisqu'elle sait que c'est la passerelle pour ce réseau-là, et elle va pouvoir les joindre. Il va falloir faire exactement l'inverse de l'autre côté, pour que les machines qui sont sur le réseau 192.168.0.0/24, elles puissent connaître le réseau, le nouveau réseau. Le nouveau réseau, qui est en 40.0. Donc sur les machines 1, sur la machine 1 par exemple, on va tout simplement définir une nouvelle route en indiquant à la machine 1 que pour accéder au réseau 192.168.40.0, il faut passer par l'adresse IP de la première carte du routeur 192.168.0.100. Donc la machine 1, quand elle va vouloir accéder au réseau des machines de la machine 2, ben, elle va passer par là, et ensuite, je supprime ces machines, celle-ci, qui ne servent plus pour l'exemple. Ensuite, une fois qu'elle a passé le routeur, elle arrive là, hop, on traverse le routeur qui fait office de routeur, on remonte sur le routeur, et ensuite on rejoint ici la machine 2, et vice versa pour le chemin inverse. Donc on voit que nos machines arrivent à communiquer ensemble, donc les machines des deux réseaux arrivent à communiquer ensemble. Ici j'ai rajouté un réseau qui est 192.168.40.0/24,
On peut imaginer que je rajoute, et donc là-dessus, je peux créer de nouveau 255 nouvelles adresses IP, y mettre 255 nouvelles machines qui seront visibles de ces machines-là. Et je n'ai pris aucune adresse IP de mon LAN d'origine, qui est 192.168.0.2. Donc c'est relativement pratique, et on pourrait imaginer qu'on utilise, qu'on mette encore un nouveau réseau. Donc on imagine qu'on met une troisième carte réseau sur mon routeur, on rajoute sur le Proxmox un nouveau vSwitch, par exemple VMBR 2, ici, voilà, hop, ensuite on rajoute ici, et on crée une nouvelle machine ici, qui serait, on crée un nouveau réseau. Donc cette fois on va mettre le réseau 50 par exemple. Donc voilà, cette nouvelle carte réseau elle est sur le réseau 52.68.50 quelque chose. Et hop là, voilà, je relis. Donc j'ai créé un nouveau réseau, une nouvelle plage d'adresse IP. Alors toujours pareil, hein, c'est comme au début, cette fois il va falloir sur chaque machine, il va falloir remettre les routes. Donc expliquer à la machine 2 que pour aller au réseau 50.68.50. quelque chose, il faut passer par le routeur. Et pareil pour les machines qui sont sur le réseau 50.68.0. Voilà, on recopie toutes les routes et toutes les machines vont pouvoir se voir. Quand on utilise ce système-là, il y a un léger inconvénient, c'est que les machines qui sont sur le nouveau réseau privé qu'on vient de créer ici, elles connaissent le réseau 192.168.0.0, mais par contre, elles ne sont pas capables d'accéder au réseau, elles sont pas capables d'accéder à Internet. Pourquoi ? Parce que ces machines-là, elles savent aller ici. D'ailleurs, la route par défaut de ces machines-là, ça va être le routeur. Le hic, c'est que ces machines-là, elles connaissent pas la Livebox. Et elles savent pas que pour accéder à Internet, il faut passer par la Livebox. Alors, dans ces cas-là, on fait une petite feinte, c'est-à-dire que on va expliquer à toutes les machines qui sont sur le nouveau réseau que pour atteindre le réseau 192.168.0.0/24 qui est notre LAN initial, il faut passer par le routeur, mais on va également expliquer au routeur que à partir du moment où les machines veulent aller ailleurs que sur du 192.168.0.0, alors il va falloir NATer, c'est-à-dire transformer les adresses IP sources en celles du routeur pour pouvoir accéder à Internet. Quand votre PC à la maison veut accéder à Internet, il passe au travers de la Livebox et la Livebox fait du NAT pour l'envoyer pour accéder à Internet. Et bien là, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire que les machines qui sont sur ce nouveau réseau vont passer donc par le routeur, quoi qu'il arrive, pour accéder à quoi que ce soit, sauf que quand on veut accéder au réseau LAN interne, on va faire du simple en routage. Voilà. Ça va être du routage. Et quand on va vouloir accéder à Internet, là, on va plus utiliser les mêmes routes, le même chemin. Hop. Puisqu'on va, dans tous les cas, on va passer par la Livebox, bien sûr. Hop. Non, on va changer de couleur. Non plus. Voilà. Et là, on va faire du NAT. Alors en réalité, on va avoir un double NAT parce que le routeur va NATer et la Livebox va NATer aussi. Donc ici, ça va être du routage. Les machines, du simple routage pour accéder à ces machines. Mais à partir du moment où on veut accéder à autre chose que les adresses IP du LAN, ça sera du NAT qui va nous permettre de sortir sur Internet. Comment est-ce que j'ai fait ça chez moi ?
Et comment est-ce qu'on peut le faire très simplement ailleurs? Eh ben, on va utiliser des distributions Linux routeur, firewall, que moi j'utilise OPNsense. Donc, je vais vous montrer globalement à quoi correspond la configuration de ce routeur. Donc je vais revenir là-dessus. Hop. 0.225. Je ne l'ai pas allumé. Il faut que je l'allume. Comme elle ne servait pas, je l'ai éteinte. Donc ça fonctionne un peu comme un vCenter, hein, si vous connaissez. Donc on l'allume, je peux avoir la console de la machine, comme ça va me permettre de voir quand elle a démarré. Voilà, on est bientôt démarré. Presque fini. Parfait. J'ai démarré, et là je peux accéder à l'interface graphique de cette machine. 224. Non, 225. 226. Je me souviens plus ce que j'ai mis. 225. Non, oui c'est ça, 225. 192, 168, 0, 225. Et ça ne veut pas. C'est super. Pourquoi? Parce que j'avais une redirection de port. Voilà, je suis sur l'interface graphique de mon OPNsense, donc qui correspond à cette machine-là, la machine routeur, avec deux interfaces réseau. D'ailleurs, si on regarde sur le Proxmox, on regarde cette machine, on regarde son hardware, on voit qu'elle a deux interfaces réseau, une qui est sur le bridge, c'est-à-dire notre switch virtuel VMBR 0, et une qui est sur le switch VMBR 1. Elle a donc deux interfaces réseau. Elle a deux interfaces réseau. Quand je regarde mes interfaces ici, on voit que j'ai deux interfaces. Alors, les noms ne sont pas forcément judicieux. Il y a une interface qui s'appelle LAN, c'est celle qui va être utilisée pour mon réseau privé, le nouveau réseau, c'est-à-dire le réseau qui est ici. Je peux enlever. Et il y en a une qui va être appelée WAN. J'aurais dû l'appeler autrement, mais c'est parce qu'elle me permet d'accéder à Internet, mais c'est celle qui correspond à ce réseau ici. Et donc, si on regarde LAN, l'adresse LAN, elle est en 192.168.42.1, qui est mon nouveau réseau privé. Et le WAN, elle a son adresse, alors elle est obtenue en DHCP, mais en fait elle est en 192, on la voit ici. Voilà, elle est en 192.168.0.225, c'est-à-dire sur la plage d'IP de mon LAN de base. À ce niveau-là, on va faire des modifications de configuration du firewall. Donc la première chose à faire va être de définir des règles. Et moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai expliqué que tout ce qui arrivait, tous les paquets qui arrivaient sur l'interface LAN, ici, tous les paquets qui arrivaient sur l'interface LAN ici, donc en entrée, à destination donc de n'importe quelle source, à destination de n'importe quoi, eh bien, ce soit autorisé. Donc on voit que tout ce qui arrive sur l'interface LAN, qui rentre donc,
en IPv4, parce que j'ai pas besoin d'autre chose, avec n'importe quel protocole, provenant de n'importe quelle source, à destination de n'importe quoi, eh bien c'est pass, c'est-à-dire que c'est accepté. Maintenant, je regarde ce que j'ai rajouté sur mon interface WAN, donc l'interface de la carte réseau qui est sur mon réseau, mon LAN de base, le LAN de ma Livebox. Ça, c'est une règle 843 qui me permet d'accéder à mon interface, vous n'avez pas spécialement besoin, mais par contre, j'ai rajouté grosso modo la même règle, c'est-à-dire que tout ce qui arrive sur l'interface WAN, l'interface de ma Livebox, qui est côté Livebox, on va dire, eh bien, c'est accepté. Donc, tout ce qui arrive sur l'interface WAN, en entrée, le protocole en TCP, protocole n'importe lequel, qui provient de n'importe quelle source, vers n'importe quelle destination, eh bien, on le voit ici, c'est accepté. Donc, moi, mon routeur ici, qui fait office de firewall également, eh bien, tout ce qui provient d'ici, il le laisse passer. Tout ce qui provient de ce côté du réseau, il le laisse passer. Donc, comme ça, je n'ai pas de filtrage de ce côté-là. Et ensuite, j'ai ma dernière règle, qui est du NAT. Le NAT en sortie. Le NAT en sortie, c'est ce qui va permettre à ces machines, à travers ce routeur, d'accéder à Internet. Eh bien, j'ai simplement rajouté une règle de NAT, qu'on va voir ici. Donc, tout ce qui passe par l'interface WAN, donc tout ce qui va passer par la deuxième carte réseau, puisque c'est celle-là qui voit la Livebox, donc tout ce qui va passer par là, parce que les machines, pour pouvoir aller sur Internet, je prends l'exemple de machine 2, elle va passer par la première interface réseau, et ensuite elle va passer par la deuxième interface réseau, pour accéder à Internet. Donc, si je reprends mon... Là, voilà, tout ce qui va passer par l'interface WAN, dont la source est le LAN, donc tout ce qui va passer par la première interface, dont la source est la deuxième interface, eh bien, ça sera NATé. La petite subtilité, c'est que je dis bien que tout ce qui passe par ici, donc la deuxième interface à destination de la première interface, est NATé. Or moi, je ne veux pas NATer, je ne peux pas faire de NAT pour aller vers mon LAN principal. Je veux faire du NAT pour aller vers Internet. Ben, je vais simplement, ici, inverser la règle, avec cette petite case à cocher, destination inverse. Ce qui va correspondre à tout ce qui entre par la deuxième carte réseau, mais qui n'est pas à destination de la première carte réseau, sera naté et donc partira vers Internet. C'est ce qui fait que quand je vais vouloir accéder à mon LAN, au LAN de ma Livebox, je vais passer en simple routage et donc accéder aux machines qui sont sur mon LAN, mon premier LAN, le LAN principal. Et quand par contre mes machines vont vouloir accéder à autre chose, principalement Internet, elles vont passer par du NAT, donc par le routeur, qui lui va accéder directement à Internet au travers de la Livebox. Voilà comment on peut séparer un réseau. Ce routeur va également faire autre chose. Mes machines ici obtiennent une adresse IP à partir d'un DHCP, 192.168.0.2. Il n'est pas fixé en dur dans la machine 1, mais elle l'obtient en interrogeant un DHCP. La machine, ici, elle ne peut pas interroger le même DHCP, enfin bon, elle pourrait, mais on ne va pas le faire, elle ne va pas interroger le même DHCP pour obtenir son adresse IP, sinon elle va obtenir une adresse IP en 192.168.0. Donc en réalité, le routeur ici va également faire office de DHCP, et donc servir des adresses IP pour les machines qui sont sur ce nouveau réseau. Là,
ça va se configurer au niveau d'OpenSense, puisque c'est toujours cette même machine qui va faire ça, sur le service DHCP pour mon LAN. Et là, je vois que je vais attribuer des adresses IP qui sont dans la plage 192.168.0.10 jusqu'à 192.168 42.245, 42.10 jusqu'à 42.245. Donc je vais bien attribuer aux machines qui sont sur mon LAN, ici mon nouveau LAN, je vais bien leur attribuer des machines qui sont sur le bon LAN. Alors dans mon exemple à moi c'est du 42, voilà. Donc je vais bien leur attribuer des adresses IP ici. Donc elles vont obtenir automatiquement une adresse IP qui sera soit routée pour aller vers le réseau LAN principal, soit qui vont être natées pour pouvoir accéder jusqu'à Internet. Et donc c'est attribué, ça, ce service d'HCP, il est attribué pour l'interface LAN, qui correspond à la deuxième carte réseau, celle qui est sur le nouveau LAN privé. J'ai également besoin d'un service DNS. Là, l'idée, c'est que je puisse avoir que les machines qui sont ici puissent. Alors déjà, l'idée, c'est que mon PC perso ou les stations de travail puissent connaître le nom, soit capable de résoudre le nom des machines auxquelles une adresse IP dynamique a été affectée. Et moi, je souhaite pouvoir le faire pour tous les réseaux, même pour le réseau privé. Là, c'est relativement simple encore une fois. On va utiliser le service de DNS intégré au routeur. Et donc, on va voir plusieurs choses. Le premier, c'est que au niveau du DNS, hop, on regarde les paramètres. Donc, on va l'activer, bien sûr. Hein, et on va voir, on va définir un nom de domaine. Alors ça, c'est complètement arbitraire, un nom de domaine pour ce nouveau réseau privé. Et on va voir que on va demander au DHCP et au DNS que toutes les machines qui ont reçu une nouvelle adresse IP soient enregistrées dans ce nouveau service de DNS. Donc, dans ce nouveau service de DNS, chaque fois qu'une nouvelle machine va demander une adresse IP, ça sera enregistré. Si vous interrogez le DNS, donc si vous interrogez le DNS qui est hébergé sur ce routeur, il va vous donner, et vous lui demandez l'adresse IP de la machine 2, et bien il va bien vous donner l'adresse IP de la machine 2. Alors le hic, c'est que régulièrement, on a déjà un DNS, qui est le DNS de la Livebox ou le DNS de l'entreprise. J'ai encore une fois un peu contourné le système, puisque j'ai créé, j'ai en réalité installé ici un deuxième routeur qui est relié sur mon réseau, voilà, et qui fait office de DHCP/DNS. Voilà. En réalité, j'ai fait ça. Et donc on peut le faire également sur n'importe quel LAN. Les machines, quand mes nouvelles machines, mes machines sur mon LAN standard, le LAN de ma Livebox, quand elles veulent faire une interrogation DNS, en réalité elles vont interroger ce DNS là. Et les adresses IP qui leur sont attribuées par le DHCP hébergé par ce routeur là. En fait, ma Livebox ne me sert pas à grand chose à ce niveau là. Et donc, voilà, donc je me sers de ce routeur là. Évidemment, ce routeur ici, quand il veut lui-même faire une résolution DNS pour les noms qui sont sur Internet, par exemple, il va interroger le DNS de la Livebox, ou le DNS de Google, ou peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, il va interroger un véritable DNS qui a les réponses concernant les noms des machines qui sont sur Internet. Donc, pour en revenir à notre système, mon routeur, qui est un peu le même que celui-ci, qui est aussi un OpenSense, sur mon LAN principal, fait office de serveur DHCP et de serveur DNS pour toutes mes machines qui sont sur mon LAN.
Donc quand et je définis également pour mon LAN un nom de domaine qui me sert pour mes machines qui sont sur mon LAN. Donc ici, lol, xaxalocal.fr, voilà, et ici, mon réseau, ça sera amapi.fr. Donc si je vous montre un petit peu le deuxième routeur, voilà, ça, cette machine-là, l'interface de cette machine-là est l'interface qui correspond à ce routeur-ci, le premier. Il fait office de DHCP, comme pour le premier, comme pour le routeur privé, sauf que là, on voit bien que ma plage d'adresse, elle est en 192.68.0.1, donc on est bien sur mon LAN principal, et mon DNS, voilà, lui, cette fois, il propage bien le réseau, enfin, il gère bien le réseau xaxalocal.fr. Genre, toujours de la même façon, toutes les machines sur mon LAN principal qui réclament une adresse IP sont automatiquement enregistrées dans le DNS. Donc quand je vais démarrer une machine 1 par exemple, elle va demander au DHCP une adresse IP, il va lui donner l'adresse IP 02, et il va automatiquement, dans son DNS interne, enregistrer le fait que machine 1 égale 192.168.0.2, et si j'interroge le DNS de cette machine, et que je lui demande quelle est l'IP de machine 1, il va bien me dire machine1.xaxalocal.fr, il va bien me dire que c'est 192.168.0.2. Quand sur machine 1, je vais lui demander, mais résous-moi machine2.amapi.fr, donc cette machine-là. Bah, lui, il ne connaît pas de base amapi.fr. Alors en fait, on va simplement lui dire où aller poser les questions. Et là, on va dans Override, et on voit bien que pour le domaine amapi.fr, je lui demande d'interroger le routeur qui est dédié au réseau privé. Donc ça, vous le rajoutez simplement dans la configuration ici, avec le nom de domaine et l'adresse IP. Donc, les machines qui sont ici, quand elles veulent connaître l'adresse IP d'une machine qui est dans le nouveau réseau privé, elles vont poser la question à leur propre serveur DNS, elles vont demander quelle est l'adresse IP de la machine truc.amapi.fr. Ce routeur-là, qui sert de DNS, se dit désolé, mais moi je ne connais pas amapi.fr. Par contre, je sais à qui poser la question, donc il va aller poser la question au routeur, et là, ce routeur connaît bien les machines de amapi.fr et va donc lui donner la réponse. On va faire exactement l'inverse de l'autre côté, puisque ce routeur n'est pas responsable du réseau du LAN, donc xaxalocal.fr, mais par contre pourrait l'interroger. Donc on revient sur l'interface du routeur du réseau privé, donc de ce routeur-ci. On regarde la configuration du service DNS. Donc là on était bien, on gérait bien amapi.fr, et là on revient dans Override, et on voit que pour connaître les résolutions du domaine xaxalocal.fr, il faut aller interroger 192.168.0.2 qui est l'adresse IP de ce routeur-là. Donc en réalité, quand cette machine-là demande mais quelle est l'adresse IP de machine 1.xaxalocal.fr, ce routeur-là ne le connaît pas, mais dit ah, je sais à qui il faut poser la question. Il pose la question à ce DNS-là, il obtient la réponse et il la renvoie à machine 2. Ainsi, automatiquement, toutes les machines qui sont installées sur ce LAN sont connues par leur nom et par leur IP des machines de ce LAN, et toutes les machines qui sont générées sur ce LAN et qui obtiennent une IP grâce à ce DHCP sont connues des machines du premier réseau. On a comme ça pu créer un réseau, rajouter un réseau virtuel, les machines peuvent toutes communiquer ensemble, les machines se connaissent
toutes ensemble, et les machines du réseau virtuel, du nouveau réseau privé virtuel, sont capables à la fois de joindre donc, les machines du premier réseau, mais sont également capables d'aller sur Internet quand elles en ont besoin. Voilà, voilà, c'est une explication succincte et rapide de comment créer un petit réseau virtuel chez soi. Je vous ai montré l'exemple sur un Proxmox. Il faut savoir que donc on a parlé de ces fameux switches virtuels qu'on a ajoutés, donc partie network, dans Proxmox. Si vous aviez un vCenter, vous pourriez faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de s'appeler un Linux Bridge, ça s'appellerait de base un vSwitch, et ça a exactement les mêmes fonctionnalités, et vous pourriez brancher vos machines virtuelles, les cartes réseau de vos machines virtuelles, vous pourriez les brancher sur plusieurs vSwitch, et donc recréer exactement la même architecture. C'est tout. Grâce à ça, vous pourrez créer vos réseaux privés.